Webmonster, le podcast. Bonsoir tout le monde, vous êtes sur le podcast de Webmonster. Nous sommes aux Antilles-Guyane en compagnie de Ronnie, Moust et Kit et Loïc pour vous parler de l'actualité de la tech ce soir. Nous sommes un collectif de développeurs, d'ingénieurs et de designers. Et nous allons aborder le premier sujet avec Ronnie. Alors du coup, il y a un article qui est paru dans Le Monde Informatique où la Maison Blanche exhorte, d'après l'article, d'après le titre, les développeurs à abandonner le C et le C++. Donc leur explication, c'est que le C++ n'est pas un langage sécurisé, qu'il y a des risques par rapport à la gestion mémoire. Et du coup, ils préconisent plutôt d'utiliser du Rust, du Java ou du C#. Voilà. Donc, je pense que c'est... Enfin, mon avis personnel, c'est qu'effectivement, la gestion mémoire dans C, c'est connu, hein, c'est C++, c'est un gros problème, la gestion mémoire, si on ne sait pas coder de façon vraiment exemplaire, on va dire. Mais je pense que cette news ne va pas faire l'unanimité. Ouais, alors en fait, attends. Et en fait, moi, quand je regarde, déjà, je vois que dans l'article, c'est Microsoft et Google qui se sont associés pour dire que c'est pas des langages C. Alors, excuse-moi, quand Microsoft te dit que C++ c'est pas un langage C, déjà commencez par mettre de la safety dans vos systèmes d'exploitation, parce que il est connu et reconnu que Microsoft Windows 11 est un spyware. Donc c'est un logiciel espion. Bah ouais, il faut que je vous le dise parce que c'est important. On change de sujet là. Non, oui, bon, allez. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, eux, ils sont pas très très bien placés. Ok Google, vas-y. Enfin, quand je dis ok Google, on va dire ouais. Ils sont peut-être bien placés pour la safety, mais Microsoft, j'ai des doutes, ils ont pas beaucoup. Alors, je voudrais replacer quand même C dans son contexte, hein, pour ceux qui sont pas au courant. C'est quand même un langage qui a servi à réécrire Unix, qui est un système d'exploitation très fiable, évidemment concurrent de ceux qui disent qu'il faut plus l'utiliser aujourd'hui. Et ça date des années 70, voilà, si vous voulez un repère dans le temps. C++, c'est une version plus récente. On pourrait parler de... Oui, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Bon, moi, je suis partiellement pas d'accord avec eux. Maintenant, c'est vrai qu'ils préconisent l'utilisation de Rust et bon, je suis un fervent défenseur de Rust pour des raisons écologiques. C'est un langage de bas niveau très rapide et qui peut remplacer pas mal d'autres langages qui ont été utilisés. Mais c'est le seul point d'accord avec cet article en tout cas. Je sais pas ce que les autres en pensent. Je suis pas d'accord. J'ai un exemple assez concret, tu vois, à charge contre le C. Les souvenirs qu'il y a pas mal d'années, c'est peut-être 10 ans, il y a eu une grosse faille de sécurité sur OpenSSL. OpenSSL, oui, c'est quand même une brique très importante de la sécurité des réseaux. Et c'était une faille qui était liée justement à un overflow de mémoire. Donc typiquement un bug de C. Et je pense que les gars qui font le développement d'OpenSSL, c'est loin d'être d'étanche. Ils connaissent le langage, ils le maîtrisent, et même ces gars-là, ça leur arrive, tu vois, d'avoir des erreurs comme ça graves qui sont des failles de sécurité importantes. Il a fallu mettre à jour OpenSSL sur beaucoup de systèmes parce que c'était vraiment une faille grave. Et je pense que cet article va dans ce sens-là, que voilà, il y a des failles qui sont inévitables, qu'il y en a qu'on connaît pas, qu'on découvrira. Et dans l'actualité, on a de plus en plus d'attaques criminelles sur les réseaux, que ce soit par des institutions étatiques ou non. La Maison Blanche, donc l'État américain par extension, ont besoin effectivement de pousser la sécurité en disant peut-être que le langage qui est plus courant c'est peut-être justement une des failles importantes. C'est vrai. Après, il faudrait comparer le nombre de failles qu'il y a eu sur Unix, Linux versus, comme l'a dit Kit, Windows. Ouais. Et bon,
Vous Ouais, exagérez Ouais, mais tu quand sais, même. Parce que c'est du comme la coup, on attaque le c'est plus comme la soi-disant vulnérable et le sécurité. plus répandu, quoi. Voilà, ce que je veux dire, Oui, c'est pas comme la précédente forcément vrai. sécurité de macOS. macOS a été longtemps mis sur un piédestal en termes de sécurité, alors qu'en fait, c'est juste que c'était une part de marché trop peu importante pour que les pirates s'y attaquent concrètement et découvrent beaucoup de failles. Depuis que on est macOS, d'accord. depuis 10 ans, 10-15 ans, et on en trouve beaucoup plus, on découvre de plus en plus de failles sur macOS. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où effectivement macOS ils ont été smart sur un truc ouais vas-y ouais ok je vais pas parler trop. Mais c'est vrai que comme Microsoft macOS contrairement à Linux tu vois ils ont fermé leur source pour leur matos pour leur matériel le hardware n'est pas open source on va dire et Et je donc crois que la version Unix de après macOS est fermée aussi. et ouais, la version Unix de macOS est fermée, mais Linux, tu vois, quand tu regardes bien, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, mais Linux est quand même assez fiable en termes de sécurité. Mais d'ailleurs, le noyau, le kernel de Linux est de plus en plus composé de Rust. Et je crois qu'il pousse justement pour que les nouveaux développements soient faits en Rust. Tout à fait, tout à fait. Très bon article d'ailleurs qui était paru par Linus, le créateur de Linux, Torvald. où qu'il a, oui, il a abordé ce sujet-là. Il avait parlé aussi du peu de danger que représente l'IA pour lui, pour les développeurs. Et ce qui est étonnant avec l'autre sujet Ouais, du notre jour, Quelle de notre sujet. l'actualité. transition! T'as vu? Oh, il est fort, il est fort. Euh, ok. Mais attendez, j'ai perdu les comptes. Donc, du coup, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, c'est quoi, finalement? Alors T'as moi, gagné On le est débat. ouais, c'est vrai. partiellement d'accord. Partiellement d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que le C++, en fait, tu peux, en fait, en gros, tu peux quand même gérer la mémoire. Ça te donne accès à la mémoire. Donc, tu as la possibilité de gérer ta mémoire, contrairement à des langages comme Java, Python, etc., où il y a des garbage collectors qui vont gérer la mémoire à ta place. Donc oui, effectivement, il peut y avoir des fuites mémoire, mais en fait, tout est dans la manière Ouais, de mais coder. Donc moi, je viens dans un c'est un monde. monde Ah, idéal. Tu vois, je t'ai donné des exemples attends, où t'avais tous mon développeurs qui se loupent attends. là-dessus. Je vais venir dessus. Moi, je viens du monde de l'embarqué. Dans le monde de l'embarqué, on est dans le monde entre guillemets, tu vois, de la safety. Donc, on a des ingénieurs qui sont dédiés à justement ce qu'on appelle la safety. Et la safety, c'est quoi? C'est justement prévenir de tout ce qui est fuite mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois, grosso modo, quand tu utilises des pointeurs et quand tu utilises de la mémoire allouée, ah ben, tu dois checker, double checker, triple checker, tu vois, à chaque fois et c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, dans les avions, dans les voitures, etc., on utilise du C et du C++, mais avec des normes de sécurité pour prévenir justement des attaques potentielles, tu vois. Donc les avions sont conçus en C++ pour te Boeing dire. l'exact. Mais niveau safety, tu vois, il y a aucun avion qui s'est fait pirater jusqu'à maintenant. Enfin bon, je sais pas. Non, mais il y a eu des Disons bugs que importants dans les systèmes embarqués. il y a eu des bugs importants, effectivement. Tu as raison. Par contre, et quelquefois c'est peut-être dû à la safety par rapport au fait que, au niveau sécurité, on a essayé de mettre le paquet et ça a ramé ou un truc comme ça. Enfin, bon, bref, je sais pas. En tout cas, Ouais. C'est souvent des edge on cases, peut coder. tu... Ce que je veux dire, c'est qu'on peut coder en C++ pour prévenir des failles overflow. Ok. Alors, du coup, moi, je pense que un peu tout le monde, en fait, est plus ou moins mitigé, puisque bon, je suis comme les autres un peu d'accord et pas d'accord. D'accord parce que c'est un risque, la gestion mémoire dans le C. Et si c'est pour remplacer par Rust qui permet la gestion mémoire, mais la gestion mémoire, mais de façon beaucoup plus safe, moi je dis go. Par contre, mettre en face Java, Python, qui sont loin des performances quand même de C, bon, c'est un peu bidon. Ouais. Maintenant, il n'y a pas Ouais, je beaucoup suis de d'accord. personnes non plus qui font du C, donc entre faire un code qui est de toute façon pas performant parce que on utilise un langage moins performant ou faire un code safe, je pense qu'il vaut mieux faire du code safe. Voilà. Ouais. Ouais, il y a une Après, balance à faire entre la performance et la safety. Ouais. juste un truc que je dois te dire aussi, c'est que le C et le C++ sont quand même des langages qui sont maintenus. Enfin, le C++ surtout est un langage qui est maintenu et qui évolue
constamment. Rust, c'est un langage qui est assez nouveau. Donc, on peut dire un peu la même chose que ce qu'on a dit pour Windows et pour macOS en disant que Rust n'est pas encore attaqué parce que pas encore répandu. Mais le C et le C++ sont plutôt attaqués et ils ont des failles de sécurité qu'on connaît parce que ça fait 30 ans que ça existe, tu vois. Après, c'est pas les langages qui sont attaqués en eux-mêmes, c'est les applications, tu Dans vois, la c'est la manière dont c'est codé. C'est les applications, la manière dont c'est codé, et surtout aussi c'est une faille de sécurité parce que dans l'article c'était une faille de sécurité du langage de programmation. C'est comme ça qu'ils l'ont induit par le langage. Induit par le langage, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'est pas dit que Rust ait des failles et qu'on puisse en fait attaquer du code Rust par rapport à une faille qu'on n'aurait jamais soupçonnée, tu vois. Et il suffit juste que quelqu'un se concentre là-dessus. Il est mieux conçu par rapport à ses faiblesses de C. Et après, ça veut pas dire effectivement qu'il n'y a pas d'autres faiblesses qui sont peut-être encore insoupçonnées. Hein. Ouais, voilà. Après, on était en train de switcher vers un autre sujet qui est le sujet de l'autre gars là. Comment il s'appelle? Le gars de Nvidia. Le gars de Jensen Huang. Le grand patron de Nvidia. PDG d'Nvidia. Ouais, alors. Ouais, ok. Bon. PDG de Nvidia qui lui, bon après il est dans son rôle. Hein, mais... Alors moi je pense typiquement qu'il est dans son rôle. Le gars il a sa carrière il l'a basé sur la construction de microprocesseurs. Il prêche pour sa paroisse. Et voilà, il prêche pour sa paroisse parce que en fait les microprocesseurs en fait aujourd'hui on crée des NLP, des NPU plutôt. Je suis parti sur un autre truc, Natural Language Processing, mais des NPU, des Neural Processor Unit, je crois, quelque chose comme ça. Et en gros, donc ce sont des microprocesseurs qui sont vraiment dédiés à faire de l'IA et de l'intelligence artificielle. Donc forcément, le gars il se dit pour un avenir radieux de Nvidia et créer des processeurs d'intelligence artificielle, il est mieux que les développeurs arrêtent de travailler pour les autres et travaillent pour lui, quoi, d'une certaine manière. C'est vraiment... Mais après, si on s'étale sur le sujet, est-ce que vous pensez, vous, sérieusement, que les développeurs manqueront de métiers dans l'avenir? Parce que là, c'est ce qui est en train d'être vendu, quoi. Donc, Non, mais déjà, qui c'est qui les développe, les IA? Ouais, les IA ont bien être capables de développer d'autres IA, bien sûr, mais il y a un moment, s'il faut que les IA progressent, c'est forcément les développeurs qui ajouteront des compétences, ou des features. Alors déjà, de quel avenir on parle? Est-ce que c'est un avenir immédiat? Non. Clairement, on peut répondre non. Les IA vont pas remplacer les développeurs demain, hein, ne vous inquiétez pas. Alors c'est vrai que comme ils sont dans une course folle avec des investissements fous, ils doivent avoir fixé des deadlines liés à des activités commerciales, donc des deadlines très courtes. Donc ils imaginent que dans très peu de temps, avec les progrès de l'IA, d'ailleurs on devrait discuter de quel progrès on parle. Parce que pour l'instant, quand on parle IA, on parle de génératif, on parle pas d'IA généraliste. Je suis pas vraiment d'accord avec le fait que on le voit de toute façon en termes d'utilisation. On a beau tester tous les différents modèles, quand on lui demande de faire du code, la plupart du temps, c'est un code qui ne fonctionne pas. Alors, moi, je suis utilisateur de notamment ChatGPT et Copilot de GitHub en fait. Et alors Copilot, lui, il me propose du code directement lorsque je suis en train de coder. La majorité du temps, c'est des trucs que moi j'avais déjà codé qu'il a récupéré. Sinon, quelquefois, il me propose des trucs qui font sens, mais la majorité du temps, il me propose des trucs qui compilent pas, qui fonctionnent pas, qui n'existent même pas dans ce langage de programmation finalement. Sinon, si on parle de ChatGPT, oui, c'est intéressant puisque bon, je l'utilise quand même pour pouvoir me renseigner sur certaines choses. On va dire que ChatGPT pour moi, c'est juste une interface de Google qui permet de chercher des informations plus rapidement pour pouvoir coder. Mais en aucun cas, ChatGPT, le code qu'il va me fournir, il peut être copié-collé directement et puis non. Je prends des briques, je regarde les briques qui fonctionnent et qui fonctionnent pas parce que souvent les briques elles fonctionnent pas.
Mais bon, je prends quelques petites briques et puis après, vas-y, je regarde si ça fonctionne et puis j'essaye d'agencer et d'améliorer. Donc oui, ça génère du code, mais du code que je dois retaper derrière. Donc en fait, ChatGPT me donne plus de travail que lui il prend mon travail, entre guillemets. Ouais, on est d'accord. Inversement, coup, ChatGPT peut être très bon pour te critiquer du code que tu lui donnes ou te l'expliquer, t'aider à le débugger, ça peut être très efficace. C'est possible. Du coup, moi, j'ai bien aimé sur le site 01net qui parle de ça, en fait, dans leur article. Ils ont cité un tweet d'un gars qui s'appelle Patrick Moorhead. Et en fait, lui, il dit que ça fait 30 ans que il entend que telle ou telle chose va tuer le code, que d'abord c'était des compilateurs, ensuite le BASIC, ensuite le COBOL, ensuite le Fortran, le C, le Python, le low-code, le no-code, et que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui codent, quoi. Grave, ça nous a plus donné du travail qu'autre chose. Tant mieux. Tant mieux, Ouais. tant mieux. Mais après, je pense que concevoir des trucs qui créent du code, c'est assez ambitieux, voire impossible, dans le sens où ça fait je sais pas combien d'années que le code existe. Ça fait combien d'années qu'on code des composants qui peuvent être réutilisés dans d'autres briques logicielles. Et donc, il pourrait dire que bon, bah, ce composant-là, il a déjà été développé, donc on le redéveloppe pas. Et pourtant, à chaque fois, on le redéveloppe parce que il y a une nouvelle manière de développer ce composant. Il y a un nouveau langage de programmation. Il y a une nouvelle manière de l'adapter. Et donc, finalement, allez regarder GitHub et le nombre de repos GitHub qu'il y a sur Internet, ça fait combien d'années que... Donc, ouais. Après, c'est ça, je crois comme Pardon. Non, Tout non, comme il est complètement à l'ouest, je pense, le gars. Mais par contre, tout comme les langages, effectivement, ont évolué, ils nous ont amené à évoluer aussi en tant que développeurs sur la manière de travailler, de développer des applications, de les concevoir. L'IA va peut-être nous pousser à changer notre manière de travailler, à développer différemment, développer de nouveaux types d'applications, travailler avec des nouveaux langages, de nouveaux patterns peut-être. Donc je pense que ça va pas tuer les développeurs, mais ça va peut-être amener les développeurs à évoluer sur leur façon de travailler, leur façon de coder. Ouais, je suis d'accord. En termes de... Ouais, bon, bah, en fait, finalement, ce qu'il a fait, c'est juste accélérer Google ChatGPT. Il a un peu accéléré Google. Et encore, parce que souvent, on recherche sur Google plutôt que ChatGPT, parce que ChatGPT n'a pas toutes les réponses. Oui, pour rappel, à ce jour, Google est toujours numéro 1 de l'IA. Ouais. Mais Google a quand même peur, hein, ils ont lancé leur propre truc. Microsoft, dans Bing, ils ont ajouté ChatGPT. Donc les moteurs de recherche regardent quand même de près aux IA pour les intégrer à leur moteur de recherche. Ouais, je pense que ça va tuer les moteurs de recherche. Par contre, tuer, je m'entends. Les faire évoluer là aussi. Je veux dire qu'avant de tuer les développeurs, ça va tuer les moteurs de recherche et il faut bien 10-20 ans pour pouvoir tuer les moteurs de recherche. Mais, non, ça va pas les tuer, c'est juste que tu l'utiliseras plus de la même manière. Tu taperas plus des mots-clés dans une barre de recherche, mais tu parleras avec Google pour l'aider à trouver tes résultats. Ouais, donc le fin mot, c'est que finalement, ça va transformer les métiers, mais tuer les métiers. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont passer à la trappe avant de tuer le métier des développeurs. Exactement. Il y avait un autre sujet qui a un peu marqué notre journée, non? C'était les mots étranges de la langue française. Ah, la francisation des mots tech. Ah ouais. Alors j'avoue que personnellement, dans l'équipe, j'étais le dernier au courant de la création d'un mot qui m'a choqué, qui s'appelle cybermalveillance. Je connaissais pas en fait l'existence d'un site créé par l'État français qui s'appelait cybermalveillance, mais j'ai vu ce mot-là utilisé sur France Antilles et je me suis dit mais qu'est-ce que ce mot veut dire exactement? J'ai découvert d'autres mots depuis, le rançongiciel. Merci l'Académie française. Merci l'Académie française. Alors, moi personnellement, c'est comme le mot digitalisation. Hein C'est un digital en plus, non? L'anglicisme, ouais. oui.
qui n'a pas de C'est sens. ça, c'est un mot anglais transformé en français. S'il vous plaît, arrêtez de dire digital pour numérique. Digital, c'est ce qui se touche avec le doigt. Une tablette est digitale. C'est ça. Un site est numérique. Ouais, Une application est numérique, pas digitale. C'est Bon, ça. après, quand on parle de digital, on pourrait parler justement de mettre une tablette au milieu de ton... mais la autrement, tablette je est vois pas digitale. comment. Elle est tactile. Digital pour tactile en français. Hein. Digital, l'équivalent en français, c'est tactile. C'est pas numérique. Ouais, tactile. Ouais. Numérique, c'est plutôt les nombres. C'est ça. Alors bon, je sais pas comment vous allez réagir en nous écoutant, mais je trouve que c'est des mauvaises pratiques. On noie un peu le poisson. Ronnie avait cité tout à l'heure le mot pourriel. Oui. Bon, courriel. Oh. Enfin, on a une déclinaison de mots à l'infini apparemment. Pluriel. Ah, si on pouvait chercher, il y en a des pires que ça. Hein. Oui, je vois même pas quoi. Je vois même pas. Enfin, peut-être que c'est un mot qui doit être intégré dans la rousse, mais ça veut dire quoi, pluriel? En fait, c'est Pour la spam, culture. pourriel. C'est ça. Ouais. C'est un courriel, donc un courrier électronique, mais pourriel. Donc c'est spam, en fait. Ah, ok, c'est spam. Ah, c'est de la folie, quoi. Ouais, alors spam. Mais il existe spam, depuis un moment, ce mot, hein. Mais bon, on a tellement l'habitude de dire spam. Quand j'ai découvert que ce mot existait, je sais même pas, je crois que je faisais encore mes études, mais en vrai, je dis, mais pourquoi on l'a inventé, en fait? Il n'est pas trop, parce trop qu'en fait- utilisé, franchement. Ouais. On est dans une, en fait, on est dans une, surtout en France métropolitaine, je pense qu'ils sont en train de dégager les anglicismes. Tu vois, ils sont dans une politique, on dégage les anglicismes, on récupère une langue française. Non, en mais fait, c'est le j'ai délire de l'impression que- l'Académie française. Ouais, Alors, non, c'est ça. attendez. Historiquement, c'est la loi tout bon. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de cet homme politique magistral. C'est un fervent défenseur de l'Académie française. Il ne voulait pas que dans un discours ou dans un site internet ou dans n'importe quel document, on puisse mélanger l'anglais avec le français. Donc il a posé une loi qui interdit l'utilisation des mots anglophones dans notre vocabulaire. Ça date pas d'aujourd'hui en vrai. Ça a été déjà étudié par les linguistes. Ça date en gros de Louis XIV, puis de Napoléon, qui ont fait un effort considérable pour réécrire l'orthographe française et repousser toutes ces influences. Par exemple, on sait que la langue française est constituée de différentes langues, l'anglais, l'italien, le latin, le grec, etc. Et toutes ces influences ont été rejetées par l'Académie. Et ils ont tout francisé, compliqué au niveau du vocabulaire. Donc ça date pas d'aujourd'hui, c'est une philosophie des Lumières, comme ils disent. Ouais, il y a des pour grandes moi, réformes à travers l'histoire. Exactement, c'est des grandes réformes de la langue que ce monsieur Toubon, je ne sais pas s'il est encore en vie, en tout cas, on lui doit cette loi. Et de cette loi sont nés à chaque fois qu'il y a un anglicisme qui rentre dans notre vocabulaire, il est transformé en un mot français. Pourriel, courriel, etc. Donc merci Monsieur Toubon, mais non merci. J'ai envie de dire. L'Académie française, il n'y a pas que les anglicismes. Je sais pas si tu te souviens du Covid. Tout le monde disait le Covid, et tout ça. Et l'Académie française a dit non, on va dire la Covid parce qu'on dit la grippe. Alors que le problème de la langue française, c'est une langue vivante. Ce qui devrait faire foi, c'est l'usage. C'est l'usage par la population du parler qui devrait dicter la langue et voilà, exactement comme le créole. En fait, c'est pas une académie où des gens qui devraient décider. C'est ça, on en parlait récemment avec Loïc. Donc de dico-créole, et on disait que justement en fait la différence entre une langue morte et une langue vivante, comme le latin comparé au créole, c'est que notre créole il vit et il évolue au fur et à mesure du temps parce qu'il y a des gens qui adoptent de nouveaux mots, des néologismes, alors que le latin est une langue morte et elle n'évolue plus parce qu'il y a plus personne qui l'utilise déjà de un. Et le fait d'avancer sur ce genre de choses avec le français,
pour moi, c'est carrément tuer la langue, en fait. C'est l'empêcher d'évoluer. Et pour moi, empêcher d'évoluer une langue, c'est la tuer, finalement. C'est la Je sais pas brider, si ouais. vous êtes d'accord Je avec suis ça. plutôt d'accord. C'est mon opinion. C'est mon Non, je opinion. suis d'accord. Je partage. Mm. Mais ça marche pas en plus Vraiment. parce que les gens n'utilisent pas rançongiciel ou poubelle machin. Là. Enfin, les gens utilisent les anglicismes. Bah, ils ont déjà du mal à suivre les évolutions technologiques. Donc, imagine, Ouais. là. Ah ouais. Mais c'est ça que j'allais vous demander, justement. Vous, en tant que développeur, est-ce que apparemment, vous n'utilisez même pas ces termes. Donc, du coup, si ça vient d'en haut, on va dire, ça renforce le côté artificiel, en fait. On utilise déjà des langages de programmation qui sont principalement avec des mots-clés en anglais. Alors... C'est ça. En fait, les langages de programmation ont été développés en anglais pour la plupart. Donc aujourd'hui, on préfère utiliser l'anglais même dans nos tickets Git, tu vois, dans notre manière de communiquer en fait entre développeurs. Travailler avec des communautés internationales. Ouais, pour communiquer à l'international, pour que demain on développe quelque chose en Guadeloupe, Martinique, et que demain quelqu'un qui est, je sais pas moi, en Angleterre ou alors en France même puisse rentrer dans le code et voir les commentaires en anglais et se dire ah c'est bon, je peux comprendre, tu vois. Donc les développeurs sont essentiellement bilingues, on va dire. Tout à fait. Y a-t-il un autre sujet dans l'actualité d'aujourd'hui qui nous a frappé? On a parlé aussi on a un peu parlé aujourd'hui dans la communauté de machine learning et de deep learning. Je sais pas si tout le monde est ok de parler de ça. Est-ce que tout le monde on a survolé l'intelligence artificielle, mais est-ce que, on n'a pas les principaux concernés puisque je crois qu'aucun de nous n'est développeur deep learning, machine learning, mais on a un fort intérêt pour ça. Est-ce que ça vous dit d'en parler un peu? Moi, je me sens pas d'en parler personnellement. Ça va être un peu long. On fera peut-être un épisode dédié. Ouais, peut-être. Avec des gens qui maîtrisent mieux le sujet. Ouais, qui maîtrisent mieux le sujet. Mais grosso modo, juste pour survoler le sujet, un petit entracte pour le prochain podcast. L'idée, c'est que on parle de machine learning et de deep learning pour résumer l'intelligence artificielle en disant que on a des processeurs, comme on a parlé tout à l'heure, des NPU qui en fait utilisent disons plusieurs threads pour pouvoir processer des informations et puis décider en fait finalement de la meilleure option possible pour sortir un résultat réel, concret. Donc moi je suis pas expert dans le domaine, mais c'est vrai que dans le deep learning, je me suis un peu concentré là-dessus, j'ai un peu regardé puisque je suis un peu dans les couches basses et j'ai vu qu'en fait c'était à peu près ça. C'est plusieurs tâches qui sont allouées pour pouvoir construire en fait le modèle final. Donc l'idée c'est qu'il va passer par plusieurs chemins en disant est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Est-ce que ça peut être ça? Oui, c'est ça, etc. Et il va sortir un pourcentage en disant oui, c'est ça, mais à 80%. Et c'est le meilleur score qu'on a pu avoir. Et après, bam, on le balance dans le machine learning. Et le machine learning, après, je peux pas trop en parler, mais bon, grosso modo, voilà, petit entracte. Suivez-nous pour les prochaines aventures. On va en parler. Ok. Je voulais parler d'un sujet qui nous concerne au niveau territorial, que ça soit en Martinique et en Guadeloupe, puisque je rappelle que on est tous originaires des Antilles, ou en tout cas on vit là en tout cas. Et c'est le Pôle emploi. Le Pôle emploi et sa vision des métiers de la tech. Moi, c'est un sujet sur lequel je fais étude, on va dire, depuis la création de WebMonster. Très rapidement, on avait vu cette problématique vis-à-vis du CV, le modèle de CV proposé par génériquement, on va dire, les institutions et Pôle emploi, versus le CV attendu par les recruteurs, que ça soit dans la tech d'ailleurs ou pas dans la tech, hein, mais voilà, c'est un sujet qui nous avait interpellés. Et le deuxième sujet, c'est que souvent on reçoit, dans WebMonster, on publie des offres d'emploi et on publie ces offres d'emploi dans la communauté.
Et les développeurs disent, mais en fait, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous dans cette offre d'emploi? Parce que l'offre d'emploi n'est pas compréhensible même par nous. Alors j'aurais aimé qu'on discute de ça, entendre vos réactions, vos avis et tout. Alors, Souvent, on ouais, dirait vas-y. que l'offre d'emploi, limite, elle a été générée par ChatGPT. Oui, c'est vrai. C'est pas impossible. Mais en fait, ils me demandent des trucs, ça reste très générique, alors qu'on t'embauche pour une tâche généralement plus ou moins précise. Même si tu interviens allez, sur une dizaine de projets, mais bon, ça cadre quand même un peu les choses. Mais la plupart du temps, dans les offres d'emploi, tu as l'impression qu'on t'embauche pour être développeur, mais qu'ils ont pris la définition large de développeur et qu'ils ont mis ça là. Donc, on te demande des compétences et tu te dis, mais à quoi ça va servir sur tel ou tel projet, par exemple? Qu'est-ce que ça vient faire là? Enfin, voilà, quoi. Ouais, j'ai remarqué Ouais, bah, que ils sont capables de prendre 3 descriptions de métiers différentes qu'ils vont trouver sur des référentiels, les copier-coller dans la même offre, ce qui fait qu'en fait, c'est comme s'ils embauchent 3 personnes en une. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça. bah, Mix les oui, profils. en fait, souvent, c'est ce qu'on reçoit, en fait. On reçoit des offres avec du système, euh, du front-end, du back-end, du full stack en même temps avec, je sais pas, et ils vont nous dire qu'on a besoin de quelqu'un qui va sur la lune, limite, avec des œuvres complètement pas réalistes. Et c'est peut-être 5 ou 6 métiers en même temps. Et tout ça pour un salaire de rien du tout, quoi. Limite, t'es employé au bas de l'échelle, quoi. Et je trouve ça quand même vachement. En plus du fait que juste un truc, je sais pas si vous vous souvenez de l'anecdote du Symfony qui a été traduit. Je sais pas si c'est une question d'anglicisme ou pas, mais vous vous souvenez sur l'offre d'emploi, il y avait marqué Oui, Symfony. l'offre d'emploi qui parlait du framework PHP Symfony, et Symfony a été traduit comment en orchestre? Je sais plus. Orchestre, symphonie. Enfin, même pas symphonie. Musical. Orchestre musical. Voilà. Donc, Un truc du genre. finalement, on voit ça dans une offre d'emploi, mais par contre, lorsque on balance un CV, il faut qu'il soit d'équerre, nickel, parfait, tu vois. Donc Ouais. là, nous, on se dit, ouais, ok, mais bon, commencez par être sérieux aussi dans vos offres, et puis après, on va voir. Après, on tape sur Pôle emploi, mais le nombre de fois où j'ai reçu des offres envoyées par Mais c'est pas Pôle des emploi. recruteurs, des chasseurs de tête RH censés être spécialisés dans la tech, machin, et qui finalement ont pas l'air d'en connaître plus qu'un conseiller Pôle emploi et qui te mélangent les langages, qui te parlent par exemple de Java, alors que toi, sur ton profil, c'est JavaScript. Alors, ok, les noms sont proches, mais c'est pas du tout le même langage. Donc, qu'un conseiller Pôle emploi fasse cette erreur, tu peux comprendre, mais des recruteurs dont c'est censé être la spécialité, c'est difficile. Donc peut-être faut pas trop en demander non plus à Pôle emploi quand tu vois déjà ce que Non. peuvent faire des spécialistes. Les offres, elles sont postées, les offres, elles sont postées par des recruteurs, pas par Pôle emploi. Après, c'est vrai que Pôle emploi est une vitrine. Elle est une vitrine et donc, ça aurait été bien qu'elle sache réellement de quoi on parle mais dans un premier temps, ça aurait été bien que le recruteur, il soit au courant aussi des métiers. Mais je crois que Xavier nous disait que Pôle emploi fait de la rédaction des offres. Oui, elle fait la rédaction des offres, oui, en effet. C'est-à-dire qu'il y a des offres qui sont envoyées par les entreprises à différentes agences, et ensuite elles sont remaniées dans le cadre de. Alors c'est vrai que ça s'appelle plus Pôle emploi, les gars, mais bon, bref. On travaille, allez. Voilà. Allez, on travaille si tu veux. Ça nous écorche un peu le truc. Ouais, mais Mais bon, cette rédaction, si tu veux, elle est revue, elle est normalisée, mais souvent par des gens qui n'ont aucune connaissance des métiers de la tech. Bon, je lance un appel en disant que on est là. On a même des ateliers de découverte des métiers qu'on fait tous les mois gratuitement auprès de la population. Ça s'appelle À la découverte des métiers du numérique. Donc vous pouvez venir écouter par des professionnels la présentation de leur métier et en savoir plus
sur les métiers de la tech. Il faut dire qu'il y en a beaucoup de métiers et que c'est Ouais. difficile de tout appréhender, surtout si on n'a pas de connaissances particulières dans ce domaine. Mais bon, l'informatique ne date pas d'aujourd'hui, nous sommes en 2024, donc merci messieurs, mesdames, de faire un effort pour respecter nos métiers. Donc, C'est un si petit tu es un message que je conseiller passe. Pôle emploi, viens sur notre Discord, Si on t'aidera à la relecture. tu es le bienvenu. Après, faut quand même préciser que on vous demande pas de développer ou quoi que ce soit, on vous demande pas de connaître tous les frameworks, etc. Mais au moins de connaître généralement un peu les métiers, comme par exemple quand on cherche un employé BTP ou alors, je sais pas moi, un serveur en restauration, on sait de quoi on parle. Mais si par exemple il y a marqué développeur front-end, back-end ou alors système embarqué ou ce genre de choses, il faut au moins être au courant de quoi on parle et connaître à peu près le champ, c'est-à-dire avoir au moins une grille en disant oui bon bah le champ des compétences et les frameworks utilisés dans ce genre de domaine, il est là. Et donc si on a au moins un gars qui coche une ou deux cases dans tout ça, on peut dire qu'on peut le placer dans ce genre de métier. Alors, je vais finir quand même par une petite anecdote parce qu'il n'y a pas que le Pôle emploi. Le but, c'est pas de tirer sur le Pôle emploi, c'est tout le monde est concerné, notamment les agences d'intérim où assez fréquemment un entrepreneur fait appel à une agence d'intérim pour recruter un administrateur réseau, ou un designer ou un développeur, enfin peu importe. Et la façon dont lui-même formule la demande auprès de l'agence, si l'interlocuteur dans l'agence d'intérim ou l'agence de recrutement d'ailleurs ne comprend pas la nature de la demande et surtout du besoin de l'entrepreneur, ça donne lieu à ça nous est arrivé à WebMonster d'avoir été contacté par des agences d'intérim qui nous ont demandé par exemple est-ce que vous pouvez m'envoyer un technicien réseau. Donc nous on a des techniciens réseau à WebMonster. J'en contacte un, je lui dis ouais, est-ce que ça t'intéresse une mission en intérim? Le gars me dit ouais, bon ok. Donc je l'envoie moi à l'agence. Et l'agence envoie son nouvel intérimaire auprès de l'entrepreneur. Quand l'entrepreneur décrit les tâches qu'il a à réaliser, bah, il dit mais c'est pas moi ça, c'est pas mon métier. Donc ça arrive fréquemment. Je pense que là aussi, il y a un travail d'éducation à faire auprès des entrepreneurs ou alors de ceux qui sont agents de recrutement ou recruteurs ou RH, peu importe, pour mieux cerner quand même la vraie demande de l'entrepreneur pour éviter des biais comme ça, qui sont des biais assez fréquents, où on envoie des gens qui ne sont pas du tout qualifiés pour faire la tâche demandée. Ça fait perdre du temps à beaucoup de monde. Ouais. Oui. J'ai une autre anecdote là-dessus, c'est une entreprise qui souhaite développer un réseau social avec que des développeurs d'applications front-end ou ce genre de choses. Et vous voyez ce que je veux dire en fait, dans un réseau social, il y a une partie front-end, mais il y a une partie back-end aussi. Et il se trouve que si on a que des développeurs front-end, on est sûr à 100% de faire une belle interface graphique, mais aucune interaction entre les utilisateurs. C'est quelque chose qu'il faut préciser aussi. C'est important de le préciser. Ouais. Et il y a un autre, bah bon, je vais laisser parler les autres parce que je police beaucoup, après Ronnie va s'énerver. C'est pas le C'est but. quoi ça? Ronnie le méchant. Ronnie En le plus, méchant. non, moi j'ai rien de particulier à rajouter, à part une petite réclamation quand même. Mettez des salaires, des rémunérations sur les offres d'emploi. Oui, Au moins une fourchette. Ça vaut le coup de clair. candidater. Ah ouais, les Oui. gars, s'il vous plaît. Oui. Ah ouais. S'il Voilà, vous plaît. c'était la réclamation. Alors c'est Même la une loi fourchette de 20 à 80. oblige. Hein. La loi les oblige à le faire et ça a toujours été la guerre entre les salariés et le patronat, on va dire ça.
le patronat dit qu'il n'a pas envie parce que ça n'ouvre pas de porte de négociation. Le salarié en a besoin pour prendre sa décision de savoir est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il y va pas. Enfin, c'est trop flou. Donc, à un moment, il faudrait qu'on s'entende. Hein. Mettez une fourchette de salaire comme ça, un minima, un maxima, enfin, ce que vous pouvez mettre au maximum, quoi. Et tout le monde sera content. Surtout que souvent, ils ont des grilles de salaire, donc ils peuvent juste la mettre. Ouais, en fait. Et mettez vos grilles. Ouais. Mais il y a juste un petit truc aussi important aussi, c'est que faut savoir que les développeurs, ils sont pas juste concentrés sur un seul langage, ils connaissent aussi beaucoup d'autres choses. Et de ne pas réduire les développeurs en disant que on veut quelqu'un qui fait juste ce langage de programmation et c'est tout. Vous voyez ce que c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que nous, en fait, notre travail, c'est essentiellement de bouffer du langage de programmation. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ingurgite des langages de programmation qui sont quelquefois nouveaux et neufs. On essaye on les titille un peu, voir quelles sont leurs limites. On essaye d'aller voir jusqu'où ils vont, etc. Et puis après, voilà, quoi. Mais en gros, ne pas dire oui, c'est bon, ok, bon, si on n'a pas envie de faire un langage de programmation, on va vous le dire, on va vous dire non, on n'a pas envie de faire ça. On peut pas faire du Java. Mais si par exemple il y a un langage de programmation qui est intéressant et qu'on a envie d'apprendre, on peut apprendre ce langage de programmation en développant justement vos projets et vous pouvez avoir de très belles surprises. En fait, souvent, ils veulent quelqu'un de déjà efficace. Opérationnel, mais on peut être tout aussi efficace. Et c'est vrai qu'il laisse rarement le temps à la personne de s'adapter. Alors que, bon, en général, quand on connaît un langage de programmation, on pourrait très bien switcher sur l'autre, même si on l'a pas fait depuis 5 ans ou qu'on l'a juste survolé. Voilà, quoi. Ben, c'est plutôt notre cas. Moi, j'ai commencé par le C++. Ça m'a pas dérangé pour apprendre le TypeScript et ça m'a pas pris non plus des années. Ni pour commencer à faire du Flutter ou du Dart. Et il se trouve que Flutter et Dart, je suis plutôt bon là-dedans et ça m'a pris 6 mois pour performer. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément. Après, je dis pas que c'est parfait. Tout est perfectible, quoi qu'il arrive. Même si vous prenez un développeur expert dans un langage, votre code sera perfectible, quoi qu'il arrive. Mais, on peut arriver à quelque chose de fonctionnel. Les langages n'ont pas la même courbe de progression, mais d'apprentissage. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tous les langages. Les développeurs expérimentés peuvent apprendre très vite sur des nouvelles techno. Hein. Ouais, mais certains langages sont très similaires. Donc voilà. Pour finir, je pense, on parlait de C++, de C et de Rust. Beaucoup de langages sont basés sur C, donc voilà, c'est réglé. C'est vrai. Node.js est basé sur C++. La boucle est bouclée. Merci en tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu. Je vous rappelle qu'on était avec Ronnie, Mousse, Kit et Loïc. On a parlé de l'actualité de la tech. On vous donne rendez-vous au prochain épisode de notre podcast. Comme vous l'entendez, chez nous il fait nuit. Donc bonne nuit tout le monde ou bonjour tout le monde. Peu importe. Bye, salut. Salut à tous. Bye. Salut. Bye. Webmonster, le podcast.